Bonjour à tous mes frères, mes compatriotes congolais. Voilà, c'est à nouveau Madeleine Bala. Je vous retrouve après quand même 2 semaines où je ne suis pas présentée à vous pour une émission que vous connaissez, votre émission Tout le Congo en parle. Tout le Congo en parle, c'est donc ce magazine télévisé qui est à la fois un magazine patriotique et pédagogique dont le but est un but d'information et de réflexion. Et notre public cible, c'est vraiment les jeunes Congolais et surtout ceux qui sont dans la diaspora. Nous espérons et nous prions que tout ce que nous partageons ici puisse susciter dans un jeune un engouement pour s'engager à faire quelque chose de concret pour son pays, le Congo, quelle que soit sa position, ici, là-bas, sur place, peu importe. Mais vraiment, dans ce temps où nous savons que c'est un temps pivot pour notre pays, moi j'appelle ça le temps du printemps congolais où le peuple est en train de se lever et de faire quelque chose pour le changement, lutter pour les droits civiques, lutter pour les droits tout simplement de tout un chacun, le droit à la vie, le droit à une vie sociale correcte pour ceux-là qui sont sur place et le droit à un avenir pour nos enfants et à un futur intéressant. Donc vraiment, c'est une année 2018, une année vraiment cruciale. Et donc, nous aussi, nous avons décidé de faire quelque chose pour notre pays. C'est pourquoi nous avons mis en place ce magazine Tout le Congo en parle. Nous avons eu l'opportunité de faire une édition où nous présentions l'émission, une autre édition où nous parlions nous faisions hommage à Rossi Mukendi Chimanga, cet activiste congolais qui est tombé sous les balles dernièrement en février, le 25 février, si je ne m'abuse. Et donc nous voulions lui rendre hommage et nous avions fait une émission rien que pour parler de lui, parler de qui il était, parler de son parcours pédagogique et scolaire, je veux dire, et aussi de son parcours social et civil. Ensuite, nous avons parlé de cet autre activiste qui fonctionne, lui, autrement, mais qui apporte aussi quelque chose dans ce changement que nous connaissons au Congo. Isidore Ndaiwel Nziem, un grand dans la littérature. Il a beaucoup écrit, il est professeur, il a voyagé dans le monde pour enseigner et parler aussi du Congo. Et aujourd'hui, il est en train de mettre aussi sa pierre à l'édifice pour l'amélioration des conditions de ses frères congolais au pays. Aujourd'hui, j'aimerais donner un aperçu général à ceux qui ne connaissent pas ou qui le connaissent au travers de leurs parents, mais qui n'ont pas une information directe sur le Congo, donner un rappel en fait chronologique de l'histoire avec quelques éléments clés de l'histoire politique du Congo, parce qu'en fait c'est un magazine qui couvre plus ou moins trois aspects: l'aspect historique, l'aspect politique et l'aspect éducatif, si on doit dire, l'aspect social. C'est le peuple, hein, ce sont ces trois branches-là sur lesquelles nous nous axons dans cette émission pour informer un jeune Congolais quelque part, lui informer et susciter en lui le désir d'aller faire plus de recherches. Donc voilà en fait le but de notre magazine télévisé. Et j'aimerais aussi prendre cette opportunité pour vous annoncer que prochainement, j'aurai des invités sur le plateau. J'aurai des invités qui nous partageront leur expérience. Je vous disais dans les toutes premières vidéos que c'est dans ce but-là que j'aimerais qu'on évolue. Et vraiment, l'opportunité se présentera très prochainement. J'espère déjà pour la prochaine émission pouvoir avoir un invité ici, un Congolais, qui va nous parler de son parcours et de son engagement,
qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire de manière concrète pour faire avancer les choses à son niveau au Congo. Donc, je disais que je vais vous donner quelques éléments clés sur notre grand, beau et puissant pays que j'aime beaucoup. Je vous dis que moi, j'ai choisi de dire du bien du Congo pendant que beaucoup le dénigrent, pendant que beaucoup, même Congolais eux-mêmes, sont désabusés par en ont marre, pour parler de manière populaire, de ce qui s'y passe. J'ai choisi de garder un discours qui apporte une atmosphère d'espoir, une atmosphère d'espérance, une atmosphère positive et qui motive. Parce que c'est très important, on ne motive pas avec de l'amertume dans le cœur ou bien des murmures. Donc, pour nos jeunes qui ne connaissent pas le Congo, qui l'entendent de loin, je vous informe, hein, vous trouverez ça peut-être marrant, oui, mais il y a d'autres qui ne savent pas où ça se trouve. Hein. Donc le Congo, la République démocratique du Congo, plus précisément, parce qu'en Afrique, il y a deux pays qui s'appellent le Congo. Il y en a un que moi j'appelle le petit et nous, le grand. Il n'y a rien derrière mon vocabulaire, c'est juste leur aspect géographique. Hein. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et donc, nous sommes originaires du grand, bien au milieu de l'Afrique centrale. Donc, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, est un pays d'Afrique centrale qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés. 2 345 410 kilomètres carrés. Il est entouré par beaucoup de pays de cette zone de l'Afrique centrale. Nous avons le Soudan dans le nord, nous avons l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda à l'est, nous avons la Tanzanie, la Zambie en descendant vers le sud et le sud-est, nous avons l'Angola et sur l'est, nous avons le Congo-Brazzaville. Donc nous sommes entourés de beaucoup de pays, nous sommes bien au centre et nous, comme beaucoup l'ont peut-être entendu, c'est un pays qui est très riche à tous les niveaux. Au niveau géographique, il est riche. Nous possédons un grand poumon de forêt équatoriale bien au centre dans notre pays. Et nous avons des vallées, des collines, nous avons des lacs, nous avons un grand fleuve qui traverse tout le pays et qui vient se déverser dans l'océan, le fleuve Congo. Hein, donc il traverse le pays, il a beaucoup de ramifications dans le nord, dans le milieu, et il descend pour se déverser à l'est dans l'océan. Alors, ça c'est au point de vue géographique. Au point de vue géologique, donc dans le sol et le sous-sol, c'est plus ou moins ce qu'on dit communément le nerf de la guerre, parce que c'est un pays qu'on a appelé un scandale géologique qui renferme, moi je dirais, la majorité des minerais que nous connaissons dans le monde. En tout cas, les plus importants, les plus convoités sont au Congo, sont chez nous au Congo, dans le sud-ouest du Congo, dans la région du Katanga. Nous avons beaucoup de minerais, de différents minerais, l'or, le diamant. Récemment, on a découvert le coltan. Donc, à chaque étape de la révolution industrielle, de l'évolution dans le monde que nous connaissons, quelque part le Congo, les minerais venant du Congo ont participé de manière active à ces révolutions industrielles. Le caoutchouc à son époque, à l'époque où il y avait la révolution de l'automobile avec les roues de voiture, le caoutchouc, une bonne partie provenait
oui, en effet, provenaient du Congo. À son époque, il y a eu aussi, en temps de guerre, l'uranium qui a été utilisé pour faire ces bombes très historiques que nous connaissons de Hiroshima et de Nagasaki qui avaient fait ces dégâts, ces bombes nucléaires. L'uranium venait de notre pays. Donc à chaque étape de l'histoire, et aujourd'hui le coltan est utilisé dans les appareils que nous connaissons, cet appareil que j'ai possède une partie du Congo à l'intérieur. Le coltan qui se trouve dans cet appareil, les smartphones que nous connaissons, les iPads, iPods et tout ce que nous pouvons citer, ont un petit peu de Congo en eux, ont un petit peu de minerais congolais en eux quelque part, parce que le coltan permet de retenir, de stocker, de la manière dont ils le conçoivent permet de retenir l'information. Au plus ils sont petits, au plus ils impliquent une gestion particulière et donc des minerais qui sont aussi des minerais et des métaux précieux qu'on utilise là à l'intérieur. Donc, quelque part, l'affaire du Congo est l'affaire de tout le monde, dans le monde entier. L'affaire du Congo concerne monsieur tout le monde. C'est pour ça aussi que ce magazine est là pour nous informer, pour ceux-là qui ne sont pas au courant, parce que ce n'est pas imprimé sur les manuels d'utilisation de nos appareils électroniques. Voilà, donc nous vous informons, comme ça vous savez, et vous êtes donc responsable de ce que vous faites de cette information. Et sachez donc qu'il y a tout un contexte social qui implique l'extraction, qui implique la vente de ces minerais et qui aujourd'hui implique aussi beaucoup de vies qui sont perdues, des guerres et des personnes qui meurent, des enfants qui travaillent, des enfants qui devraient aller à l'école mais qui travaillent pour gagner leur vie ou aider leur famille. Voilà. Tout ça pour parler des minerais de la région du Katanga au Congo. Donc, je reviens à ce que je disais. Je présentais le Congo. C'est aussi une manière de le présenter et d'en savoir plus. Je disais qu'il a plus de 2 millions de kilomètres carrés. La capitale, c'est Kinshasa. Ça se trouve dans le sud-est du pays. Dans le sud-est du pays, il a plus ou moins 10 millions d'habitants. Et il y a beaucoup de langues qui sont parlées au Congo. Il y a plus de 400 tribus recensées au Congo. Mais nous avons 4 langues qui sont des langues principales. Nous avons le Lingala, nous avons le Kikongo, nous avons le Swahili et nous avons le Chiluba, qui sont les 4 langues qui sont les plus populaires au pays. Et avec l'ère du président Mobutu, tout le temps où il a régné, il était de cette région où on parle le Lingala. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que le Lingala est devenu une langue véhiculaire. Au plus, on se rapproche de Kinshasa, au plus on entend parler le Lingala, parce qu'à son époque, c'était vraiment la langue qui était le plus parlée. Donc, voilà pour la petite description, la fiche technique. Et donc, je vais vous donner juste quelques éléments historiques, comme je vous disais. Vraiment, je nous incite, je nous encourage à aller faire des recherches par nous-mêmes, à aller chercher à découvrir. Il y a tellement d'événements qui se passent autour de nous, sur le Congo, des événements informatifs, des festivals, même tout simplement au travers de la lecture. La littérature peut aussi nous apprendre. La littérature au travers des yeux d'auteurs congolais eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui ont écrit, congolais, nos frères ont écrit, et dont celui que je vous avais présenté à la vidéo précédente, Isidore Ndayuel Nzien. Il a beaucoup écrit, notamment sur l'histoire du Congo. Donc le 30 juin 1960, c'est la date que
chaque Congolais, en tout cas pour ceux-là qui sont restés attachés au pays, célèbre l'indépendance du Congo, indépendance de la République démocratique du Congo, ancien Congo belge, sous la présidence de Joseph Kasavubu et avec à la tête du gouvernement Patrice Emery Lumumba, dont nous connaissons la fin de vie qui est devenue une fin de vie qui est devenue très, très célèbre parce qu'il est mort en martyr, il a été assassiné. Donc en 1960, comme je vous disais, le 30 juin, c'était l'indépendance du pays. Les Congolais ont repris la main du pays, la gestion du pays de la main des Belges. Et alors, en 1965, Mobutu prend le pouvoir et il va régner pendant 32 ans. Si je ne m'abuse, il va régner pendant longtemps. Il accomplira beaucoup de choses, des bonnes choses et d'autres qui sont aussi critiquées. Et donc, quand il prend le pouvoir, c'est après la destitution du gouvernement de Moïse Tshombe. En 1997, je saute vraiment parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais de 1965 à 1997, c'était et c'est resté Mobutu. Donc moi, je suis d'ailleurs née à cette époque. C'est à l'époque où le pays avait été baptisé Zaïre. Moi, je suis une Zaïroise, je suis née Zaïroise. Et donc, en 1997, une rébellion s'est déclarée à l'est du pays. Et à la tête de cette rébellion, il y avait un certain Laurent Désiré Kabila. Tout ça, ce sont des noms que je vous donne d'hommes politiques, d'événements politiques. Vous pourrez facilement aller creuser vous-même. Ça vous fera un temps de découverte un peu plus de ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de feuilles de ma préparation ici, mais vraiment, j'ai choisi juste quelques éléments clés pour vous aider à voir plus ou moins. Donc, 30 juin 1960, 1965, ça c'était l'indépendance. 1965, Mobutu prend le pouvoir. Paf, on saute, on va en 1997, parce que de 1965 à 97, il n'y a pas de changement au niveau de la présidence, de la direction du pays. Il y aura beaucoup d'événements politiques qui viendront un peu menacer l'atmosphère, l'air Mobutu, mais il n'y aura pas de changement jusqu'en 1997. À cette époque, il a déjà pris de l'âge, le président a pris de l'âge, et il est malade aussi. Et alors, donc, la rébellion se crée. En fait, elle est menée par Laurent Désiré Kabila qui s'empare du pouvoir à Kinshasa. Et le Zaïre devient République démocratique du Congo, RDC. Et Mobutu meurt en exil à Rabat. À partir de là, les choses vont s'accélérer. Presque chaque année, il y a quelque chose qui va se passer. Je veux dire, ça semblait constant de 1965 à 1997. La constance était plutôt dans le fait que c'était une seule figure, mais dans le pays, il y a plein de choses qui se passaient. Il y avait aussi d'autres hommes politiques qui essayaient de changer la situation, notamment un dont nous retiendrons encore le nom aujourd'hui, Étienne Tshisekedi. À l'époque, à l'époque, je me souviens, j'étais encore enfant, mais je me souviens que c'était l'un des opposants les plus farouches au président Mobutu. Donc, en 2001, je disais en 97, Laurent Désiré Kabila, que nous appelons Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avait pris le pouvoir. En 2001, il sera assassiné. Il est assassiné, flou artistique, flou historique, flou politique autour de son assassinat. Bref, il décède. Son fils, Joseph Kabila, lui succède à la tête de l'État. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de critiques sur l'identité, qu'on dira, réelle de Joseph Kabila. C'est vraiment sous les feux des projecteurs
beaucoup en ont parlé. Sur Internet, vous pourrez trouver beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, de 2001 jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, Joseph Kabila est toujours au pouvoir et il y a beaucoup de contestations par rapport à sa gestion du pays, à son bilan depuis 2001. Donc, depuis 2001 jusqu'en 2006, il n'y a rien qui se passe de manière concrète au niveau politique. Il a pris le pouvoir, mais c'est en 2006 qu'il y aura des élections. Et donc, il est élu président au second tour, Joseph Kabila, avec 58% des voix devant le vice-président Jean-Pierre Bemba. Rien ne change en 2006. On va jusqu'en 2011. Donc, de 2001 à 2011, 10 ans, il est au pouvoir. On ne voit pas de réelle évolution au niveau social, évolution au niveau politique dans la gestion du pays. Et donc en 2011, il y a de nouveau des élections présidentielles et législatives qui s'organisent. Et en décembre, le 9 décembre 2011, Joseph Kabila est désigné vainqueur de la présidentielle par la commission électorale, mais son rival à l'époque, il est décédé aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, son rival à l'époque, se proclame immédiatement président élu. Des incidents violents aussi seront signalés à la capitale, à Kinshasa, à cette époque, parce que l'élection de Joseph Kabila à la présidence en 2011 sera fortement contestée, disant qu'il y a eu beaucoup de tricheries et que ce n'est pas une élection équitable. Donc, de son côté, Étienne Tshisekedi se proclame aussi président. Donc, on a comme deux présidents dans le même pays. Alors, je vais rapidement sauter aussi d'autres éléments que j'avais repris. Vraiment, je vous invite à aller voir. Comme je vous dis, de 2001 jusqu'à ce jour, nous avons toujours Joseph Kabila à la tête du pays. Il n'y a pas eu de changement, mais les élections se préparent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore entre 2011 et maintenant? Attendez que je regarde un peu dans mes notes rapidement. Et donc, entre-temps, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui se sont levés aussi, notamment, il y en a un qui fait parler de lui aujourd'hui, Moïse Katumbi, qui se lève aussi à l'époque et qui sera aussi combattu, si je dois dire, parce qu'il va aussi se présenter aux élections et il ne sera pas élu. Alors, je voulais vous parler aussi d'un événement. Attendez, je regarde rapidement. Oui, en 2017, donc vous voyez, on est déjà à l'année qui vient de se terminer. En 2017, voilà, donc le 1er février 2017, Étienne Tshisekedi, qui donc avait été dans la course à la présidentielle contre Joseph Kabila à l'époque, en 2011, en 2017, 1er février, cet éternel opposant, que même moi en tant qu'enfant j'ai connu, on l'appelle éternel opposant parce que même à l'époque, pendant les 32 ans de présidence du président Mobutu, il était aussi opposant. Il avait été Premier ministre, mais il est passé à l'opposition et depuis il est resté opposant. C'est comme ça qu'on l'appelle éternel opposant. Donc, Étienne Tshisekedi, l'éternel opposant, décède à l'âge de 84 ans d'une embolie pulmonaire à Bruxelles, où il était hospitalisé. Le gouvernement et l'Union pour la démocratie et le progrès social, donc UDPS, son parti politique, n'arrivent pas à s'accorder sur l'organisation de ces obsèques. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, dans l'actualité, les choses commencent à bouger pour préparer qu'il soit finalement rapatrié, rapatrié au pays et qu'il soit inhumé sur sa terre natale. Donc ça, c'était pour ce qui se passe
jusqu'à ce jour. Donc ça, c'était pour le 1er février. Et la dernière nouvelle que je voulais vous donner, c'est qu'au 16 mai, toujours de l'année passée, il y a eu un nouveau gouvernement. Donc, entre-temps, il y a eu plusieurs remaniements dans ce gouvernement au cours de la présidence de Joseph Kabila. Et le dernier remaniement, c'est du gouvernement, c'est qu'il y a eu une nouvelle personne qui a été élue Premier ministre. Donc, je vous lis l'information que j'ai. En passant, très important que je le souligne, les informations que je vous donne, c'est la RFI. J'ai pris ces informations principalement de là. Donc, vous pourrez aussi aller vous renseigner sur Internet. Et comme je vous ai donné aussi d'autres pistes, vous pourrez lire aussi des livres pour en savoir plus sur l'histoire, la chronologie politico-historique de notre cher, grand et beau pays. Donc, le nouveau gouvernement est investi dans le chahut par le Parlement sur fond de contestation de l'opposition et le départ des membres du regroupement des députés du Rassemblement RDR. Voilà, donc il y a eu plusieurs ramifications de partis politiques entre-temps. Donc ici, je vous en cite un, regroupement des députés du Rassemblement, quand le nouveau Premier ministre, Bruno Tshibala, a pris la parole. Donc voilà, c'est le Premier ministre qui a été élu depuis et qui est encore là aujourd'hui. Donc voilà un peu la situation, la chronologie politico-historique, mais vraiment quelques éléments, vraiment dans les grandes lignes, pour vous montrer plus ou moins le cadre dans lequel le pays est en train d'évoluer. Mais il y en a beaucoup qui travaillent d'arrache-pied pour que la situation puisse changer et que nous ayons une gestion du pays qui soit transparente, pour lesquelles on voit des résultats concrets au bénéfice du peuple congolais, qu'il puisse bénéficier de ces ressources dont regorge son sous-sol et même le sol très fertile et même la nature dans le pays. Et comme moi j'aime à rajouter, il y a aussi la force physique que nous avons. Le peuple lui-même est une force extraordinaire et elle est en train de se réveiller petit à petit. Et il y a ce printemps qui se fait, donc le printemps congolais. Voilà, donc je voulais informer quelqu'un aujourd'hui et lui dire que nous avons un grand pays, nous avons un grand peuple, un peu plus de 65 millions d'habitants. On irait même jusqu'à 80 habitants, je pense. On est dans ces eaux-là, en tout cas. Et donc, je vous invite vraiment à vous informer sur notre pays, à aller rechercher, prendre plus de renseignements. Et sur YouTube, sur Internet, vous trouverez nettement plus de détails que je vous ai informés. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur l'assassinat du tout premier ministre congolais après la décolonisation, Patrice Emery Lumumba. Et après cela, il n'y a pas eu beaucoup de changements parce qu'il y a eu la période Zaïre pendant 32 ans. Mobutu était au pouvoir jusqu'à ce qu'il décède, jusqu'à ce qu'avant la fin de sa vie, qui est cette rébellion avec Laurent Désiré Kabila en 97. Avec cette rébellion, il ne va pas durer. En 2001, Kabila père, comme nous le disons, a été assassiné. Kabila fils a pris le pouvoir. Son identité est contestée. Il y a d'autres qui font des recherches là-dessus. Et depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, 2018, 17 ans au pouvoir, Kabila fils, comme on le nomme, est au pouvoir, et d'autres sont en train de critiquer sa gestion, d'autres louent son travail. Donc c'est mitigé, et je vous laisse alors l'opportunité d'aller vous-même regarder et rechercher. Mais dans tout cela, sachez que nous-mêmes, nous sommes acteurs du changement dans le pays. Mon devoir est d'informer
le besoin que j'ai ressenti, c'est d'informer celui qui ne sait pas trop, ce jeune-là qui est congolais d'origine par ses parents, mais qui a grandi dans la diaspora en dehors du pays et qui n'en sait trop rien sur le Congo. Voilà, c'est une manière de découvrir le pays et il y a encore tellement à apprendre. Vraiment, je vous invite. Et comme je vous le disais au début du magazine, j'aurai avec moi le plaisir de recevoir, quelques acteurs de changement dans ce qu'ils font eux au quotidien, que ce soit au point de vue culturel, au point de vue politique, au point de vue éducatif, qu'est-ce qu'ils font concrètement à leur niveau pour faire avancer les choses. Voilà, en tout cas, je vous salue et portez-vous bien et voilà, informez-vous sur notre cher, grand, beau pays. Si vous êtes congolais, soyez fiers de l'être et je vous dis en tout cas à très bientôt et pour un nouveau numéro qui sera rempli d'informations intéressantes. Merci beaucoup et à la prochaine.